Bien, Monsieur le Président, merci infiniment de, une nouvelle fois, honorer de votre présence cette maison. Je finis par penser que, à défaut d'être votre résidence principale, ça devient peut-être une partie de votre résidence secondaire, et j'en suis très heureux. Très heureux de ce casse-croûte juridique auquel vous participez, qui est intéressant parce que ces difficultés liées à la concurrence déloyale sont des difficultés qui traversent nos clientes entreprises. Le parasitisme économique du salarié qui s'en va sans clause de non-concurrence et qui pour autant crée son entreprise avec les modèles de son employeur précédent, ça fait partie des sujets dont on est parfois obligé de vous saisir. Et c'est vrai que à la fois la lecture euh, des experts comptables, la lecture des avocats et la lecture du président du tribunal de commerce qui a à juger ces difficultés est extrêmement importante pour nous permettre, nous, de pouvoir mener nos procédures comme il faut le faire. Je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Président, cette maison est la vôtre. Elle connaîtra une période de fermeture de juillet 2025 à février 2026 pour des travaux qui attendent depuis 15 ans, qui avaient été promis à l'ensemble de mes 5 prédécesseurs, mais qui ont eu la gentillesse de me les laisser. Mais dans cette période, il est vrai que, et je vous en reparlerai, nous verrons ce que nous pouvons faire ensemble et si parfois les avocats peuvent se réunir au tribunal de commerce lorsqu'il y aura des salles disponibles, parce que nous allons faire une chasse aux salles, ce qui est une nouvelle activité de cet ordre. Ceci étant dit, le casse-croûte juridique, c'est à la fois fait pour discuter et pour déjeuner. Je vous laisse donc faire les deux. Je vous souhaite une excellente réunion. Je remercie celles et ceux qui sont en vidéo. Et je sais combien l'exercice est complexe d'être à la fois en présentiel et en vidéo. Donc, je remercie nos consoeurs et confrères en vidéo. Et je remercie celles et ceux qui dégustent d'excellents sandwichs que vous, en visio, vous allez regretter. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Merci à vous. Bon courage. Merci. Bonne journée. Merci vous aussi. Merci. C'est quelques mots d'introduction de notre bâtonnier. Je vais moi aussi faire quelques mots de remerciement à Monsieur le Président Dari Carrère, à Madame Franier, qui nous font l'amitié de venir échanger avec nous sur cette problématique de la concurrence déloyale. Alors, pas forcément sur le prisme, parce qu'il est relativement bien connu et débattu de l'élément matériel, de la fausse, mais bien sûr, on ne peut pas faire l'économie d'en parler, mais surtout sous l'angle, cette fois-ci, peut-être un peu différent, mais toujours très important et indispensable pour obtenir une satisfaction pour les clients, que c'est de condamnation de la partie qu'on considère fautive, c'est la question du préjudice. Et on va en parler aussi très largement du bien de causalité et de de démonstration des éléments de preuve qu'on peut rapporter devant les tribunaux. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux aussi souligner que ce projet a démarré autour d'un casse-croûte juridique, puisque avec Madame Franier, donc expert comptable et expert en évaluation financière des entreprises, nous sommes rencontrés à l'occasion d'un casse-croûte juridique organisé à la Maison de l'Avocat. Et nous avons eu l'occasion d'échanger, et notamment sur cette problématique, et de se rendre compte que nous avions des regards croisés et très intéressants, ce qui a été la genèse finalement de ce projet, qui a donné lieu à un article dans l'Informateur judiciaire et désormais de notre intervention. D'où l'importance d'assister au casse-croûte juridique en présentiel, puisque ça nous a permis d'échanger après l'événement. Voilà. Donc, en tout cas, merci à Monsieur Dari Carrère. Moi aussi, je vous remercie. Voilà, donc c'est tout. C'est efficace. Merci. Ça suffit. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Bon appétit à ceux qui profitent pour se restaurer. Alors, malgré tout, passer sur la première, quelques propos introductifs sur la notion de concurrence déloyale et la question évidemment épineuse de la faute de concurrence déloyale. Alors, enjeu et définition de l'action en concurrence déloyale. Donc,
on le rappelle, c'est un peu conceptuel et je vous rassure, la suite du propos sera plus concrète, mais c'est toujours important de commencer par les concepts et d'expliquer les enjeux. La question de la concurrence déloyale, c'est dans un ordre juridique comme celui de l'ordre juridique français qui valorise ou qui valide la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie. On pourrait imaginer que cette liberté d'entreprendre soit absolue. Et en réalité, ainsi que l'a reconnu le Conseil constitutionnel, faisant une interprétation, une lecture assez littérale d'ailleurs de la Constitution et notamment de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, cette liberté n'est pas absolue. Elle est limitée et cette limite, c'est tout acte, toute action, tout comportement qui est susceptible de nuire à autrui. Et nuire à autrui, c'est effectivement tout à fait large et vaste comme concept. Et tout l'objet de la loi et du législateur et ensuite de la jurisprudence, parce qu'il y a une abondante jurisprudence en matière de concurrence déloyale, tout l'objet de cette loi va être de déterminer, de définir quelles sont ses limites, quels sont finalement, quels sont les contours ou le périmètre de l'abus de la liberté d'entreprendre. Alors, je vous ai mis quelques références textuelles que les praticiens connaissent bien. On a effectivement, au niveau du droit européen, également, au-delà des références constitutionnelles, on a également des textes qui valorisent ou qui protègent la liberté d'établissement, la liberté de s'établir dans une activité économique, qui sont des dérivés finalement de cette liberté d'entreprendre dont je parlais. Et le législateur n'a pas forcément pris un texte spécifique sur la concurrence déloyale. Donc c'est pour ça que généralement on renvoie à l'article 1382 qui est devenu l'article 1240, qui est le fondement de la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et le berceau du fondement légal de la concurrence déloyale, finalement, l'article 1240, finalement, classiquement prévoit 3 critères cumulatifs, la faute, le préjudice et un lien de causalité. Donc, trois éléments à démontrer pour obtenir une condamnation ou obtenir une satisfaction en tant que demandeur au procès. Cette définition classique recouvre malgré tout une grande variété de pratiques, de comportements qu'on va pouvoir sanctionner sous le prisme de la concurrence déloyale, qui sont soit qu'on a essayé, c'est la doctrine et la jurisprudence qui range ça sous trois items, si vous voulez. Alors, je ne suis pas encore terminé sur ce point. Donc, l'exploitation illicite d'un droit privatif. Donc, sous ce premier item, on va ranger tout ce qui est détournement de fichiers de clientèle, intrusion dans des systèmes informatiques, on va dire perturbation d'obligations contractuelles. Et là, je pense notamment à une entreprise qui irait débaucher des salariés de façon massive pour récupérer le savoir-faire ou en tout cas désorganiser un de ses concurrents. Des manquements à la diligence professionnelle et également des manquements à la loi. Alors, comment trouver un point commun à ces différents items? C'est en réalité, nous dit la Cour de cassation, qu'à chaque fois, ce qu'on doit rechercher, c'est si l'atteinte illicite a permis aux concurrents d'obtenir un avantage illicite dans la concurrence et donc dans la conquête de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Alors, cet avantage, il peut être de deux ordres, il peut être actif, c'est-à-dire recruter, assez direct, c'est-à-dire recruter de nouveaux clients, mais il peut aussi être, on va dire, passif, c'est-à-dire
dans le fait de se donner un avantage en évitant des coûts obligatoires, notamment on a toute une jurisprudence qui se développe actuellement sur le non-respect du RGPD ou d'autres réglementations qui sont devenues obligatoires, qui, pour cette mise en conformité, c'est la fonction compliance que connaissent nos clients, pour se mettre en conformité, généralement, ça génère des coûts. Des coûts de mise en place, par exemple, d'un officier à la protection des données personnelles, un DPO. Ça demande d'avoir un juriste, un accompagnement par un service juridique ou un avocat en externe. Et ça, c'est des coûts pour se conformer à la loi que certains pourraient ne pas vouloir exposer en se donnant ainsi la possibilité de fournir des prestations, d'éviter des charges qui sont fixes et obligatoires, et donc de fournir une prestation ou un produit à des coûts moins élevés. Et donc, c'est vraiment sur ces deux volants que on peut considérer ou essayer de caractériser un avantage illicite dans la concurrence. Et pour en finir sur le sujet, au final, on constate qu'il y a trois dimensions vraiment très importantes sur le procès, autour du procès et de l'action en concurrence déloyale. On a bien sûr la dimension juridique, caractériser la faute. On a bien sûr la dimension économique, ça va être la question du préjudice. Et puis on a une caractéristique plus, on va dire, plus psychologique, puisque effectivement, dans ce lien de concurrence ou ce lien de déloyauté entre concurrents, on va avoir effectivement un certain nombre d'impacts sur des relations entre d'anciens partenaires, entre d'anciens salariés employeurs. Et effectivement, cette dimension psychologique est assez prégnante et importante à prendre en compte quand on réfléchit à la matière. Avec, on va le constater, des rôles dans le procès lié à l'action en concurrence déloyale assez différents selon qu'on est parti au procès, en demande ou en défense, et donc avec un enjeu qui est soit de prévenir ou d'empêcher ou de réparer cette atteinte à la concurrence, ou à l'inverse de démontrer qu'on n'a pas porté atteinte de manière illicite aux règles de la concurrence loyale. On n'a pas créé ce trouble commercial qui est caractéristique de la concurrence déloyale. Et puis à l'inverse, le rôle du juge, qui est aussi pas une partie au procès, mais quand même une autorité ou en tout cas une référence assez importante pour le procès. Les enjeux, et ça là-dessus, on va pouvoir échanger avec Monsieur le Président, c'est les enjeux du juge au commerce, puisque c'est souvent devant le juge des tribunaux de commerce que vont se dérouler ces procès. L'enjeu du juge, il est très différent. Il est dans une approche beaucoup plus haute, on va dire. C'est pour ça qu'on l'a qualifié de approche macro, c'est-à-dire tout en maintenant l'équilibre de la concurrence, s'assurer que les mesures qui seront ordonnées seront justes, proportionnées et adaptées à la situation qui lui est présentée. Et donc, c'est là-dessus qu'on va effectivement avoir une petite heure pour échanger, parce que on est effectivement sur des positionnements, des enjeux qui se recoupent, certes, mais qui ne sont pas tout à fait équivalents. Et on peut, quand on est praticien, parfois être frustré de se dire qu'on avait bien monté le dossier, qu'on avait effectivement caractérisé un acte de concurrence déloyale et que pour autant, la condamnation, soit elle n'est pas au rendez-vous, soit n'est pas à hauteur de ce qu'on avait estimé comme étant le préjudice. Et l'idée de cet échange, c'est de montrer pourquoi le juge n'a pas suivi notre argumentaire, aussi qualitatif soit-il, pourquoi il a retenu sa main parce qu'effectivement, il a en tête des enjeux qui ne sont pas ceux des parties. Et pour les praticiens, parties opérateurs économiques comme conseil, avocat ou expert comptable, l'idée c'est de voir comment on peut améliorer qualitativement
les pièces qu'on fournit au dossier afin de pouvoir justement acquérir la conviction des juges et notamment des juges au commerce sur les aspects tant de la faute que du préjudice, mais également du gain de causalité. Alors, Anne, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques mots sur les typologies de documents qu'on peut présenter, ou sinon je peux passer peut-être sur les typologies, enfin, donc l'expert financier, lui, par rapport à ce type de problématique de concurrence déloyale, il intervient soit en conseil de partie, comme l'avocat, ou effectivement s'il est inscrit sur une liste auprès d'une cour d'appel en tant qu'expert de justice pour éclairer le tribunal et les juges. Alors du coup, dans ces deux cas, sa mission n'est pas la même. Lorsqu'il est conseil de partie, forcément, il est là pour apporter des arguments pour que l'avocat puisse défendre. Si par exemple l'avocat défend la victime, l'expert financier va apporter un argumentaire financier pour conforter en fait ce qu'affirme l'avocat. Pour compléter la question du gain de causalité. Et ça, pour le faire, le Code de procédure civile a un texte, un support textuel assez important que les praticiens connaissent. C'est l'article 145 du Code de procédure civile. C'est la demande judiciaire, l'autorisation judiciaire à pratiquer des mesures d'instruction avant tout procès. Alors, pour les conditions de l'article 145 sont un intérêt légitime à protéger. Donc, en l'occurrence, c'est le fait de subir ou de vouloir mettre un terme à des actes de concurrence déloyale. Donc là, on l'a vu sur cet aspect-là, on a bien un intérêt légitime qui est reconnu tant par la loi que par notre Constitution. Donc, l'intérêt légitime, finalement, n'est pas le plus compliqué à rapporter. Il faut que ça soit fait avant tout procès, c'est-à-dire que si vous avez déjà engagé une demande en concurrence déloyale, vous êtes plus recevable à faire le 145, et là, on va avoir un autre régime procédural qu'on verra un peu plus tard, mais qui va quand même interroger sur finalement le bien fondé de votre demande si vous n'êtes pas en mesure, en capacité déjà avec les éléments qui vous ont permis d'engager le procès, de rapporter la preuve d'une faute, d'un lien de causalité ou d'un préjudice. Et puis après, il y a effectivement la notion des mesures d'instruction possibles, qui sont soit celles prévues par la loi ou validées par la jurisprudence. Il y a une jurisprudence très abondante sur l'article 145, qui finalement, depuis une vingtaine d'années, a été découvert ou redécouvert par les praticiens, qui ont progressivement organisé ce qu'on a appelé à un moment les perquisitions civiles. C'est-à-dire qu'une partie n'a plus et peut de manière directe lancer des investigations au siège social ou au domicile, par exemple, du dirigeant d'entreprise concurrente, voire au domicile de certains salariés, si on est dans un cas de débauchage de salariés. Et donc, c'est quand même une arme assez puissante, sans avoir à passer par les pouvoirs d'enquête, notamment de la DGCCRF, ou une plainte pénale et laisser l'enquête finalement se dérouler selon le rythme et puis les pratiques des services de police judiciaire, gendarmerie ou police judiciaire. Donc, finalement, cette perquisition civile est vraiment fondamentale. Elle est très importante, mais elle est très encadrée. Elle est très encadrée parce qu'effectivement, on peut avoir accès potentiellement à tous les documents de l'entreprise. Et là, se pose une question de respect du secret des affaires. Et donc, la mesure doit être finalement limitée, proportionnée avec le certain nombre de garde-fous que va pouvoir mettre en place le juge. Mais en réalité, c'est plutôt la partie en demande qui va le faire, puisqu'il nous est souvent demandé en pratique de préparer un projet d'ordonnance, puisque ça, c'est une ordonnance qui sera rendue sur requête ou en référé. Donc, sur requête, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont moins l'habitude à la procédure civile, c'est une procédure non contradictoire qui va nécessiter la démonstration d'une
de la nécessité de ménager un effet de surprise ou d'éviter la dispersion de preuves, c'est-à-dire de déménager des informations papier dans un autre lieu que le siège de l'entreprise. Certains actes, certains comportements illicites nécessitent d'être pris sur le fait. Hein. Et donc forcément, si vous vous en passez par une mesure contradictoire, vous prévenez la partie adverse des informations et des documents que vous recherchez, et forcément, il a la possibilité d'entendre la procédure de référé, même si elle est un temps qui est raccourci par rapport au temps de la procédure de fond, vous laissez quand même malgré tout à la partie le temps soit de dissimuler les preuves, soit de faire cesser temporairement ces pratiques illicites, et donc vous anonymisez quelque part l'efficacité de la preuve, et de la mesure probatoire que vous sollicitez. En revanche, bien sûr, ces garde-fous vont être posés par le juge comme prérequis et condition finalement de l'octroi des mesures, parce qu'effectivement, se pose la question du respect du secret des affaires notamment. Je ne sais pas si, Monsieur le Président, voulait évoquer un peu la pratique des présidents, soit sans référé sur requête. Tout à fait. Merci. C'est effectivement l'aspect le plus délicat pour nous en tant que juge, ce fameux article 145. Nous mettons toujours les juges, et l'ENM insiste beaucoup sur les formations, sur les précautions qui doivent s'attacher à déclencher ce qui peut être une bombe, hein, quand même. On sait qu'avec un 145, on peut faire arriver dans une entreprise pendant une réunion de tous les commerciaux une voiture de police, une voiture d'huissier, un informaticien. Bonjour. Tout le monde se demande ce que le patron a fait parce que tout d'un coup, il est convoqué dans son bureau avec les forces de l'ordre et on vient chercher toute l'informatique. On peut aller jusqu'au domicile, chercher les ordinateurs de la famille, les téléphones des enfants. Enfin, on pourrait aller jusque-là. Donc, effectivement, vous avez employé le terme de perquisition civile. C'est bien ça dont il s'agit. Donc, inutile de vous dire que c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec énormément de précautions. Il ne faut pas le dévoyer non plus, parce que l'objet n'est pas d'aller chercher des preuves qui font défaut. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'étayer la demande. Récemment, j'ai moi-même été confronté à une affaire en référé, où on citait déjà tout un tas de dossiers avec tout un tas de pièces, où manifestement, la partie défenderesse s'était comportée, pour reprendre les termes de la Cour de Paris, avec malhonnêteté, détournement, etc. Qu'est-ce que ça donnait de plus d'aller fouiller des ordinateurs pour le déterminer? Je considérais, moi, que j'avais déjà des éléments nécessaires pour effectivement considérer qu'il y avait des actes de concurrence déloyale, qu'il y avait ce qu'on appelle du parasitisme. On avait piqué un peu les logos, légèrement déformés, on avait piqué effectivement la méthodologie RGPD, enfin, tout ça était déjà établi dans la demande. Qu'est-ce que ça donnait de plus d'enclencher un 145 qui aurait été un peu plus traumatisant? Donc, dans ces conditions, le juge les refuse et doit les refuser. Hein. On n'est pas là pour aller effectivement à l'encontre du secret des affaires, parce que c'est quand même, comme toute médaille, il y a deux faces. Il y a la face où on veut quelque part s'opposer à quelqu'un de malhonnête, mais la deuxième face, c'est de ne pas devenir malhonnête à son tour, en allant trop loin dans l'inquisition. Donc, la frontière est ténue. La frontière est ténue. Et c'est vrai qu'il y a un autre aspect, c'est qu'on n'est pas dans le contradictoire sur requête. Et donc, c'est toujours très délicat. Alors, on peut déclencher effectivement, malgré tout, le 145 en s'entourant d'un minimum de précaution. Et quand je dis un minimum, je pèse mes mots, c'est le choix de ce qu'on recherche, le désigner précisément dans l'ordonnance, le choix des mots-clés, très important, de façon à limiter. Ça veut dire que quand vous, avocat, vous présentez votre demande, réfléchissez bien au sujet que vous souhaitez mettre en avant. Tel dossier, vous savez qu'il y a eu des fuites dans telle affaire, ça s'est mal comporté. C'est ces affaires-là qu'il faudra citer et nommer de façon à bien encadrer l'application du 145, parce que comme ça, on va éviter de fouiller dans toute l'informatique. On va chercher en fonction de ces fameux mots-clés. Et la Cour d'appel y est très sensible, hein, très très sensible.
pour en avoir discuté avec M. Contamine, le président de la Chambre commerciale, à plusieurs reprises, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut être très attentif. Donc, bien cibler l'objet de la demande. À partir de là, on prend notre précaution, c'est qu'en général, on maintient le secret jusqu'au rétablissement du contradictoire. C'est-à-dire qu'on met toutes ces informations saisies sous séquestre, de façon à ce que quand même, on puisse retrouver la procédure normale du contradictoire, le fameux article 16 auquel nous sommes tous attachés, de façon à ce que les parties puissent aussi se défendre avant même qu'on ouvre les enveloppes de tout ce qui a été saisi. Et encore une fois, on peut même demander l'ouverture et avoir accès en limitant au juge, par exemple, et non pas à l'ensemble des parties. Bon, ce que je trouve personnellement un peu délicat, parce que du coup, le juge va pouvoir prendre une décision sans la motiver, tout en la motivant, avec des arguments dont les parties n'auront pas vraiment connaissance. Donc, personnellement, je ne suis pas très favorable à ça. Donc, si c'est un peu comme la déontologie, ça. Quand on se pose la question, on a déjà la réponse. Eh bien, je dirais que pour le secret des affaires, quand on se pose la question, on a déjà la réponse. Monsieur le Président. Si je peux ajouter, c'est qu'on a tendance enfin, en tant que praticien, parfois avoir du mal à justifier auprès des clients l'intérêt du 145. Parce que les clients, ils voient deux désavantages. C'est que ça rallonge effectivement la durée de la procédure. C'est une procédure préalable, donc forcément, on n'est pas encore dans la recherche de condamnation. On n'est pas encore dans la recherche de la satisfaction d'avoir une décision favorable. On est encore dans une phase où on s'interroge sur l'étendue des comportements illicites. Si je peux me permettre, on est déjà dans la qualification. Est-ce qu'on parle véritablement déjà de concurrence déloyale? Ça commence par là. Et pour nous, juges, c'est est-ce qu'on est vraiment dans le cadre de concurrence déloyale, avant même d'aller plus loin. Alors après, il y aura effectivement la preuve. Le 145 peut y contribuer, mais pas que. Loi s'en fout. Loi s'en fout, c'est pas la seule façon. Et puis ensuite, il y aura la période de l'indemnisation. Ça, c'est le troisième volet. Mais ce sont les trois stades qui vont nous intéresser, nous, en tant que juges. Et que ce soit en référé ou sur requête, on a rarement, du coup, des articles 700. Et c'est ça aussi qui est le deuxième désavantage, c'est que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, du temps d'avocat, vous allez solliciter un informaticien, un commissaire de justice. Vous n'aurez pas la satisfaction de la condamnation et de l'article 700. Et on a souvent des clients qui rechignent, alors que c'est, Monsieur le Président l'a rappelé, indispensable d'en passer par là, ne serait-ce que si on a des éléments suffisants pour justifier de la faute, a-t-on des éléments suffisants pour estimer seul le préjudice sur la base de pièces comptables sur lesquelles on n'a pas accès, notamment les bilans, mais pas que, tous les éléments de facturation. Donc, évidemment que ces éléments, cette étape, on ne peut pas la brûler. Et malheureusement, nos clients, parfois, sont contraints par rapport à des problématiques de budget. Et si l'intervention d'aujourd'hui, Monsieur le Président, peut avoir un impact, c'est rappeler l'importance, en tant que conseil, de proposer cette étape-là dans nos stratégies procédurales, car, effectivement, un bon 145, c'est déjà quasiment la certitude d'avoir une condamnation derrière, si les pièces qu'on a réussi à avoir, à collecter sont favorables et confortent l'argumentaire. Mais ça peut aussi, et je l'ai déjà vécu sur un dossier, ça peut aussi être le déclencheur pour une solution transactionnelle. Parce que, comme Monsieur le Président l'a rappelé, vous arrivez dans l'entreprise, vous saisissez un certain nombre de documents, vous interrogez les salariés, vous avez quelque part créé un vrai choc, un traumatisme qui va permettre à l'entreprise concurrente de se rendre compte de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Et généralement, si on a en face des gens qui sont intelligents et qui voient un peu plus loin que le simple traumatisme d'avoir eu cette perquisition civile, ils peuvent aussi se rendre compte qu'ils ont procès perdu, alors même qu'on n'a pas encore assigné. Et donc, pour l'avoir vécu, ça peut aussi être, qui est aussi l'une des demandes de nos clients, c'est d'avoir une solution rapide. Mais quoi de plus rapide que d'avoir une transaction alors même qu'on n'a pas assigné? C'est très bien ce que vous dites, que je n'avais pas d'être Vignon qui l'a demandé à un moment. Oui, parce que par rapport à ça,
l'issue transactionnelle, c'est bien, mais il faudrait aussi vous mentionner qu'il y a une voie de recours sur votre ordonnance sur lequel, monsieur le Président, parce que comme ça, La voie de rétractation. ça, vous nous sera référé. Est-ce qu'il y a beaucoup de recours sur les ordonnances 46? Oui. 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 Systématiquement, il y a une demande de rétractation. Voilà. Bien sûr. Pour ne serait-ce que pour retrouver dans le contradictoire. Ce qui est très bien. Et entre juges des référés chez nous, on se dit surtout, n'aie pas de scrupule à me rétracter si tu estimes que je suis allé trop loin. Il n'y a pas de problème d'égo du tout de ce côté-là. Et ça fait un deuxième regard et ce n'est pas inutile. Ah oui, parce que vous avez les deux sons de cloche, alors que quand vous avez les sons de requête, vous avez qu'un son de cloche. Je ne sais pas qui sont les cloches en espèces, mais Mais ça peut je vous laisse la responsabilité de vos propos, maître Rigny. Tout à fait. Alors, le problème de ce que vous évoquiez, M. Rinaldo, c'est que ça suppose que les gens soient honnêtes. Or, le propre de la concurrence déloyale, c'est la malhonnêteté. Et quand je dis la malhonnêteté, elle est déjà intellectuelle. Et c'est ce qui va rendre compliqué la simple idée de vouloir rapprocher les gens. Vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect psychologique, il n'est pas neutre. Et si vous me permettez cette expression, quand c'est un collaborateur ou un associé qui s'échappe, il y a un sentiment de cocufiage qui rend très très difficile ensuite la perception objective des faits. Et c'est, comme très souvent, l'aspect psychologique n'est pas anodin. Et comme disait M. Larochefoucauld, il faut que les torts soient bien partagés pour que les conflits durent si longtemps. Une citation, je la reprendrai si vous m'autorisez. M. de La Rochefoucauld, c'est à lui les droits d'auteur. Je pense qu'il ne m'en voudra pas. Je le cite. Si on peut... Alors, c'est vrai que le référé rétractation, on ne l'avait pas évoqué, mais il était présent sur les slides, intervient essentiellement sur une saisine sur pied de requête. En revanche, ce qui a été évoqué par M. le Président, c'est la possibilité, alors que ce soit sur pied de requête ou en référé, si d'avoir un séquestre et un débat contradictoire sur la levée du séquestre. Donc on a bien effectivement deux étapes, et si le référé rétractation est plutôt destiné aux mesures qui sont obtenues sur pied de requête, en non contradictoire, on a quand même potentiellement la nécessité de retourner voir le magistrat qui a ordonné les mesures 145 dans le cadre du débat contradictoire sur les remises, enfin la levée du séquestre des pièces. Et ça rejoint ce que je disais, que pour certains clients, ils ne voient pas nécessairement l'utilité de cette étape, d'autant qu'il va y avoir 2 voire 3 audiences de procédure, et là encore sans article 700, ou en tout cas avec des articles 700 qui vont être réservés au sort du fond. Donc, c'est parfois la difficulté qu'on connaît en tant que praticien de pouvoir justifier ou d'arriver à amener les clients à envisager de faire ce type de procédure qui, malgré tout, est très opportune et voire limite indispensable pour bien qualifier, d'une part, la faute, mais également obtenir des éléments probants sur la question des préjudices. Alors, là, pour le coup, vous aviez prévu... Oui, Oui. Alors, c'est pas très long, mais c'est plus pour rappeler, finalement, là, on est sur l'étape suivante. On a fini le 145, on a obtenu les pièces, et là, on est dans l'assignation au fond. L'assignation au fond, qui est celle où on va demander un certain nombre de mesures qui vont être soit préventives, alors, pour le coup, ou curatives. Préventive, c'est obtenir de faire cesser les actes de concurrence déloyale, soit par des injonctions de faire, soit par d'autres mesures par équivalent qu'on va aborder avec Anne-Franny. Ou elles sont curatives. Et c'est là, curative, c'est on va réparer un préjudice. Alors, on va en parler plus longuement avec Anne-Franny et M. le Président, mais l'idée ici, c'est pour bien calibrer ces demandes, il faut avoir quand même fait une démonstration préalable. La démonstration préalable, elle est bien sûr de la faute de concurrence déloyale, donc les différents cas qu'on a évoqués en propos introductifs, mais c'est également par une démonstration claire, spécifique,
précises, avec factuelles, limite très peu juridiques au final, de démontrer la gravité des manquements reprochés. L'autre aspect qui est important, c'est de démontrer un lien de causalité. Alors, déjà, si vous invoquez des dommages-intérêts, une demande de dommages-intérêts, donc un préjudice financier, il faudra donc le quantifier, puisque le juge ne peut pas prononcer des indemnisations forfaitaires. Ça ne devrait pas le faire. Et le lien de causalité entre le préjudice qui est invoqué et puis finalement la faute qui est reprochée. Et ça, c'est vraiment le job, si on peut parler un peu trivialement, c'est le job des parties. Pas au juge d'y remédier à la place des parties, parties assistées bien sûr de leur conseil, avocats, experts financiers. Et puis, en revanche, là où je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, c'est qu'on a des injonctions qui sont contradictoires. Vous avez vu dans les propos introductifs, je vous ai rappelé, le berceau de l'action de concurrence déloyale, c'est le 1240. C'est le fameux triptyque faute, lien de causalité, préjudice. Alors que tant le législateur que la jurisprudence de la Cour de cassation vont, pour améliorer l'efficacité des sanctions en matière de concurrence déloyale, vont organiser ou autoriser un certain nombre de présomptions. Alors, il y a essentiellement deux présomptions. La première, c'est celle qu'un acte de concurrence déloyale, quand bien même on n'arriverait pas à justifier de l'impact réel sur la clientèle, est sanctionnable. Et puis le deuxième, c'est la deuxième présomption qui est jurisprudentielle, c'est de nous dire que tout acte de concurrence déloyale caractérisé, une fois qu'il est caractérisé, il provoque, il génère un trouble commercial, et ce trouble commercial, il faut l'indemniser d'une façon ou d'une autre, utile sous le prisme ou sous le biais du préjudice moral. Et là, je vais passer la parole à M. le Président, mais là, on va avoir une vraie contradiction. Parce que quelque part, on va nous autoriser par un certain nombre de présomptions une fois qu'on a caractérisé la faute, à se dire qu'on a nécessairement un préjudice qu'il faudra établir et quantifier, mais on a nécessairement un préjudice. Et après, on va avoir des décisions, notamment des juridictions de fond, qui vont débouter, sans même nous autoriser à reconnaître que la faute a été caractérisée, parce que justement, on n'a pas la preuve, on n'a pas suffisamment d'éléments de preuve des trois éléments. Et je m'en arrête là, parce que là, j'ai ma casquette de conseil de partie. Et bien sûr, je vais ensuite passer la parole à la présidente de juridiction qui va nous expliquer pourquoi c'est si compliqué de suivre la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais c'est vrai que ça peut générer, tant chez les clients que chez nous, praticiens, ça peut générer une certaine frustration, puisqu'on a quelque part des jurisprudences constantes et récurrentes de la Cour de cassation qui nous disent oui, vous avez une présomption de faute, vous avez une présomption de préjudice. Mais pour autant, on n'a pas satisfaction dans les différentes décisions qui seront rendues dans nos dossiers, pas toujours en tout cas. Et ça crée vraiment une vraie difficulté pour bien transmettre le message, et ça donne l'impression, en tout cas, on parlait de ressenti, c'est le ressenti de nos clients que finalement il y a une forme d'impunité des actes de concurrence déloyale. Merci. Alors d'abord, une présomption n'est pas une réalité. Et donc, effectivement, nous souhaitons que les préjudices soient prouvés et étayés. C'est 1353. Celui qui demande doit prouver. C'est quand même la moindre des choses. Et on ne peut pas se comporter comme un guichet de sécurité sociale qui va dire, écoutez, oui, c'est pris en charge à 80%, ça c'est pris à 60%, ça c'est pris à 100%. Sur quels critères, sur quelle base? Parce que si on fait plaisir à une partie, on pénalise l'autre. D'un côté, il y en a qui vont dire, moi, il a été sanctionné, c'est bien. L'autre va dire, oui, mais je suis sanctionné sur quelle base? Sur quoi? Et là, on a quand même besoin de l'aide de Mme Franier pour au moins déterminer ce qu'on estime être le préjudice économique. Et la perception et l'analyse, là, c'est le travail effectivement de Mme Franier de nous apporter non pas des notions de responsabilité, car ça n'échoit pas à l'expert, mais des éléments techniques qui permettent au juge de se positionner et de valoriser ce qu'est le préjudice. C'est un peu la même chose
qu'en matière de perte d'exploitation après incendie. Comment est-ce qu'on apprécie la perte de marge brute? Ben, on regarde 12 mois glissants, on regarde les 3 derniers exercices précédents, on regarde les perspectives, on pensait qu'on serait là, avec le sinistre on est là, ben voilà la perte. Et on applique un coefficient de marge brute, car ce n'est pas de la perte de chiffre d'affaires, et là je ne vais pas dévoiler votre propos, ben, notre premier, mais on parle bien de marge, hein, c'est différent. Merci. Juste, Oui, allez-y. pour vous passer ensuite la parole. C'est vrai que on a aussi évoqué, passé un peu rapidement sur la qualité aussi des pièces que nous produisons dans nos dossiers. Et notamment, et c'est un point marquant que M. le Président avait fait, notamment les attestations et témoignages de clients, salariés ou partenaires qu'on peut produire dans nos dossiers. Et la juridiction et les juridictions, et je pense qu'elles ont raison sur ce point, insistent sur le fait qu'il faut bien utiliser le CERFA dédié, que les mentions manuscrites, notamment celle par laquelle le témoin reconnaît qu'en cas de faux témoignage, il encourt une sanction pénale, il est important et que c'est de bien joindre les pièces d'identité ou pour bien attester de la réalité de l'existence de la personne qui témoigne. Voilà, c'est tout ça, c'est très important et c'est parfois des éléments sur lesquels on va passer un peu vite, nous, dans la préparation de nos dossiers. Et très clairement, c'est des éléments sur lesquels il faut, enfin, j'entends, et je pense que la juridiction a raison sur ce point, faire très, très attention, être très, très rigoureux. Alors, si je dois traiter donc de l'évaluation des préjudices subis dans le contexte particulier de la concurrence déloyale, puisque c'est un contexte assez particulier effectivement sur cet exercice de valorisation de préjudice, comme je le disais tout à l'heure, malgré le fait que ce ne soit pas son rôle, l'expert doit quand même, dans le cadre de ses travaux, s'efforcer de justifier, de documenter, enfin en tout cas il doit éclairer à la fois si les conseils de parties, son client et les juges dans le cadre d'une procédure sur le lien de causalité entre le préjudice financier subi par la victime et les actes de concurrence déloyale allégués. En conséquence, dans le cadre de ces travaux, l'expert va analyser toutes les données financières de l'entreprise victime et sur la base d'un questionnement du dirigeant, d'études sur les données de marché, il va, je ne sais pas si vous m'entendez, là j'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Allô, allô? Il n'y a plus de micro. Voilà. C'est bon? Là, voilà, c'est bon. Donc, avant même de se lancer dans l'identification des postes de préjudice subis, et avant de prendre même sa calculatrice, il y a un gros travail de contextualisation, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'expert va devoir collecter toutes les données, toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse prendre connaissance en fait, du marché qui est concerné par ces actes de concurrence déloyale, quelles sont les données financières de l'entreprise victime. Dans le cas de certaines procédures, il peut aussi avoir accès aux données financières de la partie adverse, ce qui lui permet éventuellement, sur la base aussi de données publiques, de reconstituer, entre guillemets, le marché sur lequel sont positionnées les deux parties, pour essayer de reconstituer peut-être une étude de l'évolution des parts de marché sur la période concernée par les actes de concurrence déloyale. Mais en tout cas, il analyse les données financières de l'entreprise victime et dans le cadre de cette analyse, l'idée c'est qu'il arrive à éventuellement détourer d'autres facteurs qui expliqueraient les pertes financières subies par la victime. Ça peut être soit des événements qui ont lieu
dans l'entreprise, par exemple au cours de la période où les actes ont été réalisés, l'entreprise a peut-être une usine qui a fermé. Enfin voilà, l'idée c'est qu'il interroge le dirigeant de l'entreprise victime pour connaître l'histoire de l'entreprise, voir s'il n'y a pas d'autres facteurs autres que la concurrence, que les actes de concurrence déloyale qui pourraient expliquer d'éventuelles pertes subies. Du coup, alors, j'insiste aussi sur le fait que l'idée, c'est aussi que l'expert s'appuie effectivement sur tout le travail qui a été fait en amont par l'avocat, qui lui a déjà collecté un certain nombre d'informations, notamment, vous parliez tout à l'heure, Roland, des témoignages. L'expert financier, lorsqu'il analyse les données financières, peut éclairer effectivement à la fois les parties et le juge sur, enfin, rapprocher les témoignages avec d'éventuelles évolutions de chiffre d'affaires et de marge. Et il peut arriver en fait à réécrire finalement l'histoire de l'entreprise et en sortant du financier, remettre les événements et faire le lien avec ce qui s'est passé au niveau des performances et de la profitabilité de l'entreprise. Cependant, il faut souligner qu'en réalité, généralement, quand on arrive à conclure, enfin c'est très rare que l'expert puisse conclure, voilà, effectivement, je vois une baisse du chiffre d'affaires, je vois une baisse des marges, tout est lié aux actes de concurrence déloyale. Dans la plupart des cas, il y a une pluricausalité qui explique en fait les pertes subies par l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle ces travaux d'analyse réalisés par l'expert sont vraiment essentiels, puisque notamment quand il est conseil de partie, forcément la partie adverse va produire soit des études de marché qui démontrent qu'en fait tout le monde a subi des pertes parce que il y a peut-être une évolution réglementaire qui va arriver avec des innovations qui vont affecter le marché, etc. Donc, dans tous les cas, ne pas vraiment solidifier, on va dire, cette analyse de l'évolution des chiffres sur la base à la fois de données de marché et sur la base des travaux faits par avocat, fragilise finalement cette démonstration du lien de causalité. L'expert aussi, pour aider sa réflexion dans le cadre de ce travail d'analyse, doit aussi s'efforcer non seulement de collecter la documentation disponible et collectée précédemment ou dans le cadre de la procédure, mais aussi faire une recherche d'informations publiques, notamment éventuellement constituer des échantillons de sociétés comparables à l'entreprise victime pour voir comment ces entreprises-là, leurs chiffres, en fait, leurs données financières ont évolué pendant la période qui a fait l'objet d'actes de concurrence déloyale pour vérifier que est-ce qu'on est sur un marché en croissance ou en décroissance. Enfin, le tout, c'est effectivement d'argumenter au maximum sur l'existence ou non d'un préjudice financier subi. Et ces travaux doivent lui permettre de conclure sur l'existence effective d'un préjudice et du lien effectif avec l'acte de concurrence qui est allégué dans le cadre de l'affaire pour laquelle il a été nommé. Alors, en termes de méthodologie, comment est-ce que l'expert évalue les préjudices liés à la concurrence déloyale, comment on évalue l'indemnisation à verser à l'entreprise victime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un certain nombre de publications au niveau des tribunaux, notamment la Cour d'appel de Paris a constitué un groupe de travail ad hoc en 2016 qui a produit en fait un référentiel de fiches pédagogiques sur l'évaluation des préjudices économiques dont font partie les actes de concurrence déloyale. Ces fiches sont librement accessibles sur Internet, hein, tout le monde peut y avoir accès, et notamment la fiche 10C, intitulée « De quel préjudice peut-on demander réparation en cas de pratique en clair, voilà, c'est les fiches 10C et 10D de la Cour d'appel de Paris qui traitent de cette question de l'évaluation des préjudices financiers en cas de concurrence déloyale. Dans le cadre de sa mission, donc l'expert, sur la base en fait de
de l'usage, en fait, il démarre sa mission en ayant à l'esprit le fait qu'on est dans le cadre d'une concurrence déloyale. Donc, normalement, il y a différents postes de préjudice qui, généralement, peuvent être constatés. Donc, il va essayer d'identifier est-ce que l'entreprise pour laquelle à laquelle je m'intéresse, cette entreprise victime, est-ce qu'elle a effectivement subi tous ces types de postes de préjudice? Ce n'est pas forcément le cas, mais l'idée, c'est de reprendre cette méthodologie et de vérifier que l'entreprise à laquelle on s'intéresse a bien subi tous ces postes de préjudice et de ne pas en oublier. Donc, le premier poste de préjudice, ce sont les pertes subies. Donc, comme le disait Monsieur Darry-Carrère, il ne s'agit pas d'une perte de chiffre d'affaires, mais bien d'une perte de marge. Donc, l'entreprise a subi un acte de concurrence déloyale. Il y a des clients qui sont partis. Il y a des ventes il y a des produits qui ne peuvent plus être vendus puisque c'est le concurrent qui finalement a capté le marché de ces produits. Il y a des pertes de bénéfices liées à des ruptures de contrat. Donc là, effectivement, éviter ce type d'erreur, c'est de dire les pertes subies, c'est une perte de chiffre d'affaires et de ne pas aller jusqu'à s'interroger de quel type de marge, à quel type de marge il faut s'intéresser, quel type de marge on retient. Est-ce que c'est la marge brute? Est-ce que c'est la marge d'exploitation? Est-ce qu'on descend jusqu'au résultat net de l'entreprise? Deuxième poste de préjudice, ce sont toutes les pertes liées à des surcoûts exceptionnels, puisque l'acte de concurrence déloyale, a forcément entraîné une désorganisation de l'entreprise. Donc, pour faire face à ce dommage, l'entreprise a dû certainement engager des surcoûts, des coûts supplémentaires. Ça peut être des surcoûts en termes de charges de personnel. Tous les salariés sont partis. Il faut que je recrute une agence de chasseurs de tête pour aller rechercher des salariés. Il faut que je réembauche, mais il faut que je forme ces nouveaux salariés parce qu'ils n'y connaissent rien, alors que j'avais un personnel expérimenté. Quand il y a un préjudice de notoriété lié à la concurrence déloyale, il faut que je fasse appel à un prestataire pour restaurer ma notoriété, pour organiser des événements en termes de communication. Il peut y avoir également ce qu'on appelle une perte de chance. Alors ça, c'est un poste de préjudice qui pose pas mal de difficultés à la fois au conseil et je pense, si je ne m'avance pas trop, au juge également, puisqu'en fait, là, pour le coup, c'est un préjudice lié à la perte d'un événement qui aurait été favorable à l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'elle a perdu, mais on ne sait pas si, effectivement, si cet événement avait eu lieu, est-ce qu'elle aurait pu bénéficier de la totalité du gain attendu? Ça peut être, par exemple, donc je subis un acte de concurrence déloyale, j'ai plutôt des clients que je facture dans le cadre d'abonnement. Donc, pendant la période où j'ai subi cette concurrence déloyale, j'ai des clients qui sont partis, mais comme ils étaient dans le cadre d'abonnement, c'était des abonnements par tacite reconduction. Donc, j'ai des clients qui sont partis et je me dis, franchement, s'il n'y avait pas eu cet acte de concurrence déloyale, ils seraient restés dans l'entreprise. Et du coup, certes, j'ai mes pertes subies parce qu'ils sont partis, donc je valorise un préjudice financier passé, mais j'ai aussi une perte de chance future, c'est-à-dire que ces clients seraient restés, auraient renouvelé comme ils le font d'habitude, par tacite de reconduction, leur contrat d'abonnement. Donc la perte de chance, ça va plus être le fait de se dire j'ai perdu une chance définitivement, un événement heureux définitivement puisque mes clients sont partis. Quel serait le résultat demain de mon entreprise? Donc là, on est plutôt sur une appréciation, de gains futurs, si vous voulez. Et du coup, dans ces cas-là, il va falloir appliquer un taux de probabilité. C'est-à-dire, certes, il serait resté, d'habitude, il reste 12 ans, mais ça, j'en suis pas forcément sûre, donc il faut que j'applique un taux de probabilité. Et comment j'applique ce taux de probabilité? Et de plus en plus, il est demandé aux experts en fait, de justifier, d'argumenter quel taux de probabilité ils retiennent, quels sont, sur la base, par exemple, des facteurs en fait, que l'on connaît aujourd'hui qui auraient favorisé le fait que les clients soient restés. Par exemple, ça peut être... donc là, du coup, l'entreprise victime doit démontrer pourquoi ces clients seraient restés.
notoriété, ancienneté de la relation habituelle de ses clients, en clair, ancienneté moyenne de ses clients habituels, etc., etc. Ça, c'est pour la perte de chance. Et quatrième poste de préjudice auquel l'expert va s'intéresser, c'est le préjudice d'image lié à ces actes de concurrence. Donc, préjudice d'image, image externe, donc vis-à-vis du marché. Si par exemple, effectivement, le produit a été copié, on parlait de logo grossièrement copié, etc., ou même de produits qui sont copiés mais de qualité inférieure. Donc là, l'entreprise va devoir effectivement engager des surcoûts, on parlait des surcoûts de communication pour expliquer pourquoi ces produits sont de qualité supérieure, mais également un préjudice d'image interne, puisque à partir du moment où on a un acte de concurrence déloyale qui a été subi, forcément ça a engendré des difficultés dans l'organisation et le fonctionnement même de l'entreprise, donc ça entraîne une démotivation des salariés. Du coup, démotivation des salariés, donc ça se sait à l'extérieur, et du coup également difficulté d'embauche, compte tenu du fait que la réputation de l'entreprise est tachée aussi en interne. Une fois qu'on a dit ça, donc première étape, l'expert se dit, bon, c'est un acte de concurrence déloyale. Théoriquement, dans le cas de concurrence déloyale, il y a tel type de préjudice. Je fais mon analyse du marché, des données chiffrées de l'entreprise, etc. J'interroge le dirigeant, je collecte des informations publiques. Je me fais déjà une première appréciation du contexte du litige. Et là, maintenant, à l'issue de ce diagnostic, finalement, je considère que l'entreprise a subi des pertes de gains, une perte de chance. Enfin, là, on part du principe que l'entreprise a subi tous les postes de préjudice. Comment je fais concrètement? Première étape, l'expert doit d'abord se demander sur quelle durée je dois évaluer ce préjudice financier. Donc, l'expert a les comptes, hein, donc voilà, c'est la plaquette de bilan pendant 3 ans, disons que les actes de concurrence ont duré pendant 2 ans, on va dire. Donc, il va d'abord devoir préciser, l'expert, sur quelle période d'indemnisation il retient. Est-ce que c'est les 2 dernières années pendant lesquelles les actes ont été réalisés, ou est-ce qu'il étend la durée qu'il retient? Là, pour le coup, il doit s'interroger, il doit regarder sur la base des comptes jusqu'à quand il a le sentiment que le préjudice a perduré. Les actes de concurrence ont pu cesser, mais peut-être que les faits des actes de concurrence perdurent dans le temps, et ça, normalement, il doit le constater dans le cadre de son analyse des données financières de l'entreprise victime. Et dans ces cas-là, il doit préciser dans son rapport: je retiens une période d'indemnisation de 2 ans, période pendant laquelle les actes de concurrence ont été réalisés, plus 1 an, puisque je vois par exemple que l'entreprise n'a pas retrouvé son niveau de chiffre d'affaires de la période avant les actes de concurrence, et je n'ai identifié aucun autre facteur qui explique pourquoi l'entreprise continue à voir son activité baisser, sachant qu'en plus, j'ai un échantillon de sociétés comparables à côté qui démontre que tous les acteurs sont en croissance, le marché est en croissance, donc effectivement, je considère que le préjudice, elle a mis 1 an de plus à se redresser. Alors, le principe en fait de l'évaluation d'un préjudice financier c'est là où on voit quand même le lien avec le droit, même si on est expert financier. L'idée, c'est effectivement de remettre l'entreprise victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si les actes de concurrence déloyale n'avaient pas eu lieu. Du coup, compte tenu de ce constat, et c'est ce qui est d'ailleurs préconisé par le groupe de travail dont je vous parlais tout à l'heure de la Cour d'appel de Paris, l'usage, en fait, c'est que l'expert modélise, en fait, une situation théorique, une situation financière théorique de l'entreprise victime, comme si l'entreprise n'avait pas subi ces actes de concurrence déloyale. On appelle cette situation la situation contrefactuelle. Donc, l'expert va refaire les comptes, si vous voulez, va remodéliser le chiffre d'affaires et les marges, comme si les actes de concurrence n'avaient jamais eu lieu, et comparer avec la situation réelle, et le différentiel constituera le préjudice financier. Alors,
Pour chiffrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pour chiffrer ce préjudice, forcément l'expert doit ne pas tenir compte des événements étrangers au litige. Effectivement, s'il constate que les revenus réels de l'entreprise pendant la période d'indemnisation sont inférieurs à ceux observés lors de l'acte de concurrence déloyale, il faut effectivement qu'il fasse le rapprochement avec la conjoncture économique. À titre d'exemple, évaluer un préjudice financier lié à des actes de concurrence sur la période 2020-2021, pour la plupart des entreprises, l'expert doit se demander quelle était la part d'impact de la crise sanitaire sur le marché pendant cette période, parce que même s'il y a eu des actes de concurrence déloyale, il y a quand même une part peut-être de la baisse des revenus de l'entreprise qui est liée à ce facteur externe et ce facteur économique que constitue la crise sanitaire. Alors, concernant les pertes subies, c'est une perte de chiffre d'affaires auquel on déduit, de laquelle on déduit des économies de charges d'exploitation variables. Et donc, le préjudice lié aux pertes d'exploitation subies, ce n'est pas uniquement une baisse de chiffre d'affaires, c'est une baisse de chiffre d'affaires à laquelle on applique effectivement un taux de marge sur coût variable. Puisque à partir du moment où l'activité de l'entreprise diminue en raison des actes de concurrence, forcément, elle fait des économies de charges d'exploitation, elle va consommer moins pour produire, etc., etc. Concernant la perte de chance, là, pour le coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est dans un premier temps, estimer la perte de gain que représente la perte de chance. Donc, c'est la même méthodologie que pour les pertes subies, sauf que là, il faut appliquer un taux de probabilité de réalisation de cette chance, de cet événement favorable. Et ça, normalement, l'expert doit argumenter s'il retient un taux de 80% ou 90%. Concernant le préjudice d'image, normalement, effectivement, c'est plutôt le juge qui va décider de l'indemnisation, mais ça n'exonère pas l'expert de partie ou ça n'exonère pas l'expert de partie de conseiller son client sur la démonstration effective du fait que l'entreprise a subi ce préjudice d'image. Donc là, ça va être grâce à la production, par exemple, de factures d'agences de communication, si on est sur du préjudice d'image externe, ou la production de factures d'organismes de formation, si on est sur du préjudice interne et qu'il a fallu reformer des salariés. Voilà ce que je pouvais dire sur, en tout cas, la méthode pratico-pratique d'évaluation des différents postes de préjudice. Voilà. Alors, là, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Vous avez compris à travers ce propos qu'on était dans l'expertise judiciaire. C'est bien le problème, parce que là, c'est très onéreux, c'est du temps à passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'affaire se présente devant nous, on a souvent une attestation d'expert comptable, dans le meilleur des cas, qui nous dit, bah voilà, mon client, il a perdu, son chiffre d'affaires était de temps, cette année, il est plus que de temps, donc voilà sa perte. Vous imaginez que pour un juge, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, vous, avocat, si vous ne sollicitez pas l'expertise judiciaire pour quantifier véritablement, comme vient de faire Mme Franier en professionnel, quel a été le préjudice économique, le tribunal n'aura pas les éléments pour le faire. Clairement, c'est beaucoup trop léger. Monsieur le Président, pour la solliciter avant le procès, l'expertise ou en cours de procès? Moi, je vous conseille de la solliciter plutôt avant, voire en cours de procès, si vous estimez qu'il y a un vrai préjudice économique important, parce que sinon, c'est encore une perte de temps, parce que ça prend du temps de faire ce genre d'expertise. Mais on ne pourrait pas le faire en cours de procès, quand le problème se pose. Si. On peut toujours, à partir du moment où on dit, ben voilà, on a déterminé qu'il y avait véritablement une concurrence déloyale, que véritablement il y avait un préjudice, on n'en sait pas le montant, mais il y en a un, que véritablement il y a une gain de causalité. Donc, dernière étape, on se tourne vers le juge en disant, maintenant, il faut savoir combien, de quoi nous parlons. Donc ça, vous avez raison, Maguino, on peut le faire comme ça. Parce que je ne vois pas, honnêtement, sur une simple requête,
arriver avec un dossier d'expertise comme ça pour déterminer un préjudice. Je n'ai jamais vu. Et puis en plus, ce sera pas contradictoire. Donc, vous imaginez le poids de l'affaire. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en pratique, si le procès en concurrence déloyale, il est déjà devant le tribunal. Comme Mais en cours de route, bon, oui, il y a une discussion sur le préjudice. Est-ce que là, votre tribunal, il peut ordonner avant-hier une expertise? Oui, si le tribunal sent qu'il y a véritablement un préjudice, oui, véritablement, il a le droit toujours de missionner, de décider d'une mission d'expert. Le code de procédure civile l'autorise. Et il peut demander effectivement à ce qu'il y ait une expertise qui soit réalisée pour s'engager sur l'indemnisation d'un préjudice. Oui, bien sûr, le juge peut le faire. Oui. Pour faire une sorte d'incident. Parce que devant le tribunal judiciaire, il y a un juge de la mise en état. C'est vrai. Il n'y en a pas chez vous. C'est plus pratique, c'est plus différent. Maître. Il n'y a pas de juge de la mise en état. Donc c'est vous qui leur donnez au nom du tribunal alors. Oui. Ah bah oui. À moins de conclusion. Oui. Dans le cas du JCI. Oui. Oui, avant que ce soit fixé. Oui. C'est une précision importante. Je vous en prie. Je vous laisse pour les modes de réparation quand l'expert ne peut plus rien faire. Alors, tiens, je remercie notre confrère parce que c'est vrai que c'est hyper important en pratique. On a tendance à vouloir soit pas la demander parce qu'on a l'impression que la demande d'expertise va fragiliser le dossier, soit la demander au stade du jugement définitif. Alors qu'en réalité, effectivement, il faudrait peut-être, la bonne pratique serait de le faire en incident, en fait. Oui. Une demande d'expertise, déjà sur la base d'un dossier déjà bien détaillé, mais une demande d'expertise avant d'y droit et surtout pas attendre la dernière minute et le jugement final. Alors oui, bon, merci Anne de m'avoir tendu la perche. C'est vrai que moi je suis assez attaché aux mesures par équivalent parce que on est dans des cas où on a soit un client qui a été très proactif, c'est-à-dire dès qu'il a constaté un acte de dénigrement, une première tentative de débauchage de ses salariés, il fait une mise en demeure. Voilà, il marque sa présence, il marque qu'il est vigilant. Il y a malgré tout un certain nombre de tentatives de débaucher des clients, de débaucher d'autres salariés qui échouent. Et pour autant, donc il y a clairement une volonté soit parasitaire de créer de la confusion. Et pour autant, selon les critères classiques, on ne peut pas obtenir de réparation financière en tout cas. Et on ne peut pas non plus obtenir une injonction de ne jamais débaucher de salariés, puisque ça pourrait être fait dans des conditions tout à fait licites. Donc, moi, effectivement, je plaide, et je sollicite, c'est pourquoi ne pas en passer par des solutions d'équivalent. Ce sont des équivalents, notamment la publicité d'une condamnation, notamment sur le site internet de la partie qui a été condamnée. C'est des mesures qui sont validées par la Cour de cassation, qui permettent malgré tout d'éviter le sentiment d'impunité auquel aboutirait une décision de rejet, de débouter, qui malgré tout permettent de remédier au trouble commercial parce que les clients sont informés qu'il y a eu une tentative ou il y a eu des actes de concurrence déloyale qui ont été commis et qui, pour autant, n'impliquent pas de déterminer de manière tout à fait aussi certaine que le ferait le juge s'il doit entrer en voie de condamnation sur la question financière, qui n'implique pas de démontrer de manière tout à fait certaine et de manière aussi rigoureuse que ce qu'a pu faire vous expliquer Madame Pranier, nous permettrait d'obtenir malgré tout une décision satisfaisante pour les clients. Parce que c'est une pratique que désormais la DGCCRF utilise notamment sur les manquements à la réglementation sur les délais de paiement. Le name and shame, on sait que c'est quelque chose qui marche et qui dissuade de réitérer les actes et de recommencer dans les comportements illicites. Donc c'est vrai que j'ai souhaité qu'on ouvre le débat aussi sur ces mesures,
parce que c'est vrai que notamment pour des clients et des PME qui n'ont pas forcément les moyens d'avancer les frais, et j'entends aussi que l'expertise, si la partie adverse est condamnée, l'expertise sera à ses frais, mais malgré tout, dans le temps de l'expertise, c'est aux frais avancés du demandeur. Donc, malgré tout, il y a des PME pour lesquelles, je parlais des 145, peut-être ces mêmes clients ont du mal aussi à se lancer sur l'expertise financière, donc on sait qu'elle peut être parfois coûteuse. Donc, je n'ai pas de réponse. Bien sûr, ce n'est pas à moi d'apporter la réponse, mais je souhaitais ouvrir le débat sur la possibilité que les juridictions s'en saisissent, d'autant plus que cette possibilité est reconnue par la Cour de cassation. C'était très complet. Alors, on va passer à la conclusion. Je ne sais pas si on est dans le timing. On a commencé avec une heure de retard. Voilà, ok. Autoriser 10 minutes de plus. Alors, sur les deux premières, je vous laisse parler des deux premiers points. Oui, alors j'ai déjà plus ou moins évoqué. Hein. C'est vrai que la thématique, on l'a compris, amène à quand même avoir effectivement une exigence probatoire qui est importante, qui n'est pas souvent remplie pour des raisons parfois économiques, et qui aboutit finalement à des décisions de déboutés qui sont parfois mal comprises par les clients, par les parties au procès, alors bien sûr pas par les parties qui en bénéficient, mais par la partie en demande. Et effectivement, cette dimension-là, en plus, quand on aboutit à une bonne décision, à une décision de condamnation, les clients ne sont pas contents parce qu'on n'a pas obtenu 100% de notre demande. Donc effectivement, finalement, même quand les clients gagnent, ils ne sont pas satisfaits. Je pense que certains de confrères présents dans la salle ne mentiront pas sur ce résultat. Et puis en plus, il y a la question des articles 700. Alors, heureusement, on est dans les tribunaux de commerce et dans le tribunal de Nantes plutôt bien lotis à ce propos. Je ne veux pas dire trop fort, mais c'est vrai que par rapport à d'autres juridictions, notamment les tribunaux judiciaires, les articles 700 sont quand même un peu plus généreux et reconnaissent la qualité du travail fourni, notamment sur des dossiers où on va être dans une certaine complexité en termes de collecte de preuves et de preuves des préjudices. Mais malgré tout, on constate que la réponse judiciaire n'est peut-être pas la plus adaptée, et notamment sur la question, les trois dimensions qu'on a évoquées, juridique, économique et peut-être physiologique. Et c'est pour ça qu'on a souhaité ouvrir sur d'autres modes de règlement de litige qui permettraient de répondre peut-être de manière plus satisfaisante à la dimension psychologique. Alors, ces autres modes de règlement à terme, donc les MARD, modes alternatifs de règlement des différends, constituent effectivement l'opportunité pour les parties, en fait, peut-être d'appréhender mieux la partie psychologique de l'acte de concurrence suivi. Là, elles vont pouvoir, dans le cadre de ces processus, pouvoir s'exprimer directement sans forcément avoir devant elles soit un avocat, soit un expert, soit un juge, et pouvoir restaurer éventuellement un dialogue et discuter ensemble d'un accord ou d'une solution, soit pour continuer à travailler ensemble, soit pour se quitter dans les meilleures conditions possibles. Alors, si je compare cette posture en fait par rapport à celle que peut avoir un expert, c'est la posture que je connais le mieux, et notamment dans le cas de la médiation. Là, pour le coup, la médiation. Alors, oui, dans les modes alternatifs de règlement des différends, on a donc la négociation, la conciliation et la médiation. Donc là, l'idée, c'est de s'intéresser plus à la médiation. Alors, c'est quoi la médiation? En fait, c'est un espace d'écoute et d'échange en fait entre des personnes en désaccord, encadrées par un tiers, le médiateur, qui, comme l'expert, doit être indépendant et impartial, mais qui, contrairement à l'expert ou à l'avocat, doit être neutre. C'est-à-dire que le médiateur n'a pas à donner son avis, n'a pas à juger. Il est juste là pour faciliter la restauration du dialogue entre les parties.
Alors, par rapport à l'expertise, ce que je constate, moi, notamment en médiation, c'est que la médiation, c'est un espace beaucoup plus favorable que l'expertise, forcément, à la mise en confiance, aux échanges et à l'écoute entre les parties. Si je compare une médiation à une procédure judiciaire, c'est clair qu'en expertise judiciaire, généralement, les parties arrivent avec du stress, des tensions et du coup, peut-être des recadrages qui ne peuvent pas être exprimés et qui d'ailleurs sont retoqués par l'expert qui indique non, non, vous êtes ici pour répondre à mes questions, on n'est pas là pour que vous vous invectiviez. Or, parfois, les invectives peuvent être utiles pour percer en fait certaines parties du conflit psychologique, enfin de l'aspect psychologique du conflit, pardon. Donc, et puis par ailleurs, dans le cadre judiciaire, en fait, les parties ne sont pas libres, comme en médiation, de rompre à tout moment le processus. Effectivement, celui qui est en défense suite à l'assignation en justice est contraint de se défendre, forcément. S'il arrête, bah, c'est tout à sa défaveur. Et par contre, celui qui est en attaque, lui, effectivement, c'est peut-être le seul qui a peut-être plus de liberté pour arrêter et comment dirais-je, renoncer à ses demandes. Contrairement au processus judiciaire, en fait, ces marges, en fait, et notamment la médiation, le médiateur va aider les parties en fait à quitter le côté complètement contextuel du litige, va les aider en fait à s'écouter les uns les autres, c'est-à-dire que chacun va présenter sa position dans le respect de l'écoute de l'autre, ce qui va permettre ensuite au médiateur de les remettre en relation, et là du coup va certainement y avoir des échanges un peu virulents, mais des explications et une clarification des désaccords, ce qui permet ensuite grâce au médiateur, en fait, d'identifier les différents points de désaccord, mais de manière, enfin, les différents thèmes sur lesquels il faut qu'il travaille pour aboutir à un accord éventuel et à trouver une solution. L'avantage d'un processus amiable comme celui-ci, c'est que le médiateur, notamment, reste totalement, est juste là, en fait, pour cadrer les échanges, mais l'objectif, c'est qu'il y ait une autonomisation, c'est un test. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Je peux vous modifier votre micro? Voilà. Oui. Merci. Un sabotage. Là, je suis au barreau. Donc, l'idée, c'est que effectivement, ces processus de règlement amiable des litiges favorisent en fait une certaine autonomisation et responsabilisation des parties, comme elles vont elles-mêmes trouver leur accord sans l'intervention ni d'un juge, ni d'un expert, ni d'un avocat. La solution qu'elles auront trouvée leur appartient et du coup, elles en tirent une certaine satisfaction qu'elles n'ont pas forcément effectivement dans le cadre judiciaire puisque la solution, enfin, ou le jugement leur est imposé. Sachant que généralement, on constate que dans 70% des cas, l'issue en fait de ces processus, enfin en tout cas pour la médiation, dans environ 70% des cas, lorsqu'elle peut s'appliquer, parce qu'il faut aussi que les conditions soient remplies, puisque chacune des parties doit être libre et doit s'engager dans ce processus et en accepter ces règles, puisque ce sont quand même des processus qui sont réglementés. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant et ce qui est souvent méconnu, c'est que notamment dans le cadre de la médiation, il est possible également de faire intervenir un expert. C'est ce qu'on appelle l'expertise amiable. Là, pour le coup, on est plutôt dans une relation contractuelle, c'est-à-dire que au cours de la médiation, les échanges vont aboutir au fait que les parties s'engagent sur une discussion pour trouver une solution et finaliser un accord.
mais à un moment donné, elles peuvent être bloquées par un sujet technique. Ça peut être, par exemple, l'évaluation d'un préjudice, si je prends l'exemple de l'évaluation. Et donc, dans le cadre de la négociation de l'accord, elles vont décider, pour disposer d'un critère objectif dans leur processus de négociation raisonnée, elles vont décider de faire appel à un expert. Et là, pour le coup, l'expert sera choisi par chacun des médiés, enfin par chacune des parties, et l'expert, les parties lui confieront une mission spécifique qui peut être beaucoup plus allégée et à un coût moindre du coup et dans un délai beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu avoir en expertise judiciaire. La seule chose, c'est que dans ce contexte, l'expert doit sensibiliser les parties sur le fait que, compte tenu du fait qu'on est dans une version, entre guillemets, allégée de son expertise, il va passer moins de temps. Donc, du coup, la conclusion à laquelle il va arriver a un degré d'assurance bien moindre que celle à laquelle il aurait pu aboutir s'il avait passé plus de temps, notamment dans un cadre judiciaire. Donc forcément, si le coût de l'expertise amiable est moindre, forcément, c'est que l'expert a passé moins de temps et que du coup, le degré d'assurance est inférieur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les modes amiables de règlement des litiges. Je rappelle simplement que notre tribunal dispose d'une chambre de conciliation également, qui peut être sollicitée et qui agit effectivement. Alors c'est un juge, certes, mais qui agit en médiateur quelque part, puisqu'il est là pour favoriser une conciliation. Cette chambre est trop peu utilisée, donc je le rappelle, elle existe, elle est prête à fonctionner. Il est vrai que lorsqu'on invoque cette chambre auprès des parties lors des procédures contentieuses, on nous dit, oh, vous savez, monsieur le président, on a déjà essayé, il n'y a pas moyen, mon client a fait une affaire de principe. Alors là, quand il a dit ça, on a tout entendu, c'est fini, c'est définitivement mort. Oui, Mathieu, je vous donne la parole, après, c'est pas lui. Mais c'est vrai que cette chambre existe, elle peut être sollicitée. Et ce que nous constatons, cela dit, plaisanterie mise à part, c'est beaucoup plus de DIA qu'à une époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de désistement d'instances et d'actions aujourd'hui en contentieux, parce que les gens sont confrontés à une première audience, mais on constate effectivement au cours du GCI qu'on nous demande un renvoi assez plus ou moins lointain parce qu'on est sur le bout d'aboutir à un accord. Auquel cas, on fixe pour plaider, et c'est vrai que l'affaire va se trouver comme ça classée. Donc, je pense que les contrats, globalement, entre les parties sont mieux faits, les mentalités ont évolué, moins de contentieux, je dirais bateau, entre guillemets, mais par contre des choses plus techniques, plus pointues. Et ce sujet d'aujourd'hui en fait partie. Ah oui, non. C'est très bien les modes alternatifs de règlement des conflits, la médiation et tout, c'est vrai, c'est formidable. Mais ça ne marche pas en pratique. Et nous, on est tout de suite arrivé à pousser les gens à ce mode de règlement des conflits parce qu'il y en a toujours, quand les gens viennent nous voir, soit c'est la victime, soit c'est éventuellement c'est l'auteur du dommage. La victime, il faudrait qu'on lui dise bon, monsieur, vous n'êtes pas si victime que ça, allez. Ils ne veulent pas l'entendre. Et quand c'est l'auteur du dommage, celui qui a fait le dommage, il faut lui dire voilà, monsieur, vous êtes un peu responsable. Et à ce moment-là, ça ne marche pas parce qu'il se dit bon, non, c'est un cas, j'en veux pas parce que. Et les gens, c'est punir. C'est pas ce que la personne peut entendre. Alors, vous savez, on n'y arrive pas parce que c'est trop tard quand il y a eu un conflit. Les gens reconnaissent leur droit. Oui. Oui, mais j'ai l'exemple contraire. Le tribunal de commerce de Rennes traite 20% de ses dossiers en conciliation. 20%. Donc, je le rencontre demain à la cour d'appel, je lui ai demandé sa recette parce que... Oui, c'est énorme. Ben, oui, c'est énorme. Parce que vous, non, on a 3 dossiers depuis le début de l'année. Non, c'est vous dire que c'est peu de choses. Mais à Rennes, c'est 20%. Je pense qu'ils sont très directifs, probablement. Je demanderai à mon collègue Pierre Gallo comment il procède, parce que quand je sais que c'est 20%, je me dis quand même qu'on a loupé quelque chose. Et puis on verra avec la mise en place de l'ARA, dont je vous parlais tout à l'heure avec M. Platonnier, les audiences de résolution amiable, ça fait partie des choses qu'on doit mettre en place depuis un moment. Ça va faire partie des réflexions également après les vacances. Mais pour rejoindre ça, il faut faire évoluer les mentalités chez les parties, mais peut-être aussi chez les conseils. Je pense qu'on ne pense pas non plus suffisamment, par peur justement qu'on soit considéré comme pas assez pugnace, pas croire au dossier, mais en fait, il faut aussi. Je pense que ce qui marche bien, c'est l'impact économique.
Parce qu'on a peur d'avoir des questions de principe, mais souvent que les questions de principe, c'est pas devant le budget qui peut être annoncé d'une procédure. Et ce qui... Il semble qu'ils imposent une consignation de commence un petit quelque chose, mais vous le mentionnez, qu'effectivement, ils obligent pas les parties à rencontrer les conciliateurs. Je pense que ça passe par effectivement des méthodes un peu coercitives. Parce qu'autrement, il n'y a pas de raison que ça soit 20% par rapport à d'autres. Oui, ça, c'est ce qu'on dit, mais les parties ne sont pas toujours pas l'entendre. Oui, je suis consultant en gestion de risque et sécurité de l'information. Un petit peu à côté de mes études. Ouais. Mais ce que j'aurais vraiment beaucoup apprécié, et ça peut faire l'occasion une prochaine casse-croûte, c'est la partie préventive. Tout ce qui peut être amené en amont, finalement, pour que l'entreprise réduise au maximum ses risques avant que ce genre de choses arrive. Alors, vous avez évoqué au tout début de la séance le risque de l'employé qui part, le risque de la concurrence déloyale auprès des confrères. Effectivement, il y a peut-être aussi un gros travail à faire sur cet aspect préventif, que nous, on adresse en partie sur la gestion de risque et la sécurité de l'information. Mais je sais que dans ces moments-là, on a besoin aussi d'être assisté, experts comptables, experts financiers, pour pouvoir quantifier le risque en préalable et pour pouvoir mieux le mesurer, et également d'avocats, parce qu'on ne assure pas dans cette discipline-là. Mais nous, on vient nous voir quand le sinistre a eu lieu. En général. Non, parce que vous pouvez intervenir au préalable quand même. Quand je dis que les dossiers que nous avons semblent mieux préparés au plan général dans les affaires, parce qu'on a encore une fois moins de dossiers, entre guillemets, bancals. Par contre, des dossiers plus techniques. Ça veut dire que les gens qui ont pris la peine d'avoir un conseil avant de s'engager dans les affaires l'ont fait de façon plus rigoureuse. Ils m'étaient mieux conseillés, la main était mieux tenue, probablement. Donc, vous avez quand même, si, vous avez un rôle important en prévention. Je peux apporter pour les gens qui vous consultent. Je peux apporter une précision parce que j'ai effectivement eu un dossier récemment où j'ai été consulté en amont à un client qui avait, grâce à des mesures techniques de contrôle des flux de data sur ses serveurs, constaté qu'un de ses salariés, un commercial, était en train de récupérer par petits bouts le fichier client et d'autres éléments pour faciliter une reconstitution du fichier et bien sûr de suite des démarchages des clients de l'entreprise. Et donc, ces mesures techniques qui ont permis d'alerter, ensuite ont déclenché une enquête, des interrogations du salarié en question, et finalement, le dossier n'est pas arrivé chez moi en contentieux parce qu'il a été traité en amont, avant même le départ du salarié. Et effectivement, c'est grâce à, j'imagine, un certain nombre de précautions qui ont été mises en place en termes de vigilance cyber. Mais c'est la preuve qu'effectivement, si plus d'entreprises mettaient en place ce type de mesures, probablement il y aura ce risque pourrait être évité plus largement. Et j'ajoute un dernier point, c'est que en termes de juridiquement, la protection du secret des affaires nécessite la mise en place de mesures techniques, contractuelles notamment, de protection des données vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des clients. Donc, c'est clair que là-dessus, on aura peut-être l'occasion d'échanger là-dessus, mais il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès de nos clients parce que ils vont invoquer un secret des affaires, mais concrètement, en pratique, il n'y aura pas eu de mesures suffisantes à mise en place pour le protéger. Et du coup, alors peut-être Monsieur le Président voudra rajouter un mot, mais derrière, c'est très compliqué d'opposer le secret des affaires quand le client n'a pas pris les précautions nécessaires pour protéger ces données qu'il considère être cruciales sur le côté technique, commercial ou économique. La faute de la victime ayant tendance à exonérer de toute responsabilité, ou pour tout ou partie du moins. Oui.
J'ai pas entendu ce que vous disiez au début, pardon. Ah, l'auteur n'est pas par la victime. Dans certains cas, moi j'ai eu certains cas. Alors, on peut se baser sur les écrits de l'autorité de la concurrence qui explique quels sont les critères à retenir pour définir un marché économique. Il peut arriver que grâce aux comptes qui sont déposés, parfois il y a des entreprises qui déposent leurs comptes sans qu'il y ait de confidentialité attachée. On peut réussir parfois sur la base de données financières publiques à reconstituer le marché avec tous les acteurs sur une période plus ou moins longue et vérifier effectivement comment ont évolué les parts de marché des uns et des autres. Et du coup, dans ces cas-là, vous avez aussi les données financières de l'entreprise en face, ce qui vous permet de bien démontrer que la victime a perdu des parts de marché, que ça a eu un impact systémique sur tout le marché, puisque non seulement la victime a perdu des parts de marché, mais éventuellement d'autres acteurs. Mais ça, ce n'est pas faisable dans tous les cas. Et dans ces cas-là, si ce n'est pas faisable par l'expert, on bascule sur les procédures alternatives dont parlait Maître Rinaldi tout à l'heure. C'est toute la difficulté en vue 145. Dans le 145, on a parlé d'aller chercher des informations techniques et commerciales, mais on peut aussi solliciter des informations comptables et témoigner de ce que, effectivement, dans l'activité de l'entreprise que l'on incrimine, il y a des évolutions de chiffre d'affaires avec des comptes clients attachés, etc. Et d'où le risque de violation du secret des affaires. Vous voyez que la frontière, elle est toujours très ténue. Parce que d'un côté, on va aller chercher des informations qui vont nous aider à démontrer l'enrichissement de celui qui est malhonnête, parce qu'en fait, c'est ça la phrase, mais sans pour autant entacher la marche de son entreprise et le secret de ses affaires. C'est pour ça que c'est compliqué, le 145, et qu'il faut être très prudent. Oui, enfin, le gain tel que l'a défini Mme Franier, hein, c'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas du chiffre d'affaires pur. Donc, vous imaginez qu'il faut quand même aller assez loin dans la recherche pour témoigner d'un lien de causalité dans la fiscalité et dans le chiffre d'affaires, dans la marge nette. Ça ne se fait pas au dos de la cuillère, si je puis me permettre. Les questions, les réponses. D'accord. C'est juste ça. Merci. On a pas de questions sur le chat, donc si il n'y a plus de questions dans la salle, on va libérer Monsieur le Président. Remercier également Madame Franier encore c'est moi qui vous remercie d'être venue, d'avoir eu cet échange à bâton rompu et sans tabou sur les sujets. Voilà, donc j'espère que cette intervention vous aura été utile en tant que praticien, en tant que partie et dans l'idée de mieux protéger vos informations, de la façon d'éviter d'aller trop loin dans la concurrence, et puis peut-être de la façon, nous, en tant que praticiens, de bien monter nos dossiers afin d'obtenir la conviction des juges et du tribunal de commerce de Nantes qui, je l'ai entendu et il ne me l'a pas forcément redit aujourd'hui, mais est ouvert. Il faut simplement avoir des éléments sérieux, probants et conformes à la loi, mais le tribunal est ouvert à nos argumentaires, à nous entendre et c'est vraiment très, très plaisant de pouvoir l'entendre aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Merci à vous, merci de votre attention. Merci.